Europe 1, il est 8h17. L'interview politique, Jean-Pierre Elkabbach, votre invité ce matin, c'est Paul Magnette, le ministre-président résistant de la Wallonie. Exactement, David a fait trembler, plier Goliath. Merci d'être avec nous en direct de Charleroi. Paul Magnette, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Confirmez-vous ce matin que toute la Belgique a désormais une position commune sur le CETA, le traité Europe-Canada? Nous devons encore passer toute la journée à faire les procédures parlementaires et vérifier ça ce soir, mais a priori, tous les exécutifs, en tout cas, sont sur la même ligne. L'heure sacrée et fatidique, c'est vendredi minuit. L'accord est désormais possible. L'accord doit être possible, mais il faut laisser tous ses droits au Parlement, donc je ne veux pas préjuger évidemment des débats qui vont avoir lieu tout au long de la journée. Mais l'évolution est plutôt positive. L'évolution est positive, oui. Vous pensez que les Européens pourront signer assez vite, j'ai envie de dire bientôt, cet accord, ce CETA ? Alors le Conseil de l'Union européenne sera tout à fait en état, après cette signature, de procéder à l'ensemble des dernières formalités et s'il le souhaite, de tenir le sommet entre l'Union européenne et le Canada. Assez vite, c'est-à-dire dans les prochains jours. Oui, ça c'est le rythme de l'Union européenne elle-même qui déterminera la suite des opérations. Vous y êtes favorable. Le sommet entre l'Union européenne et le Canada qui a été annulé hier, qui a été bloqué par ce que vous avez conduit avec beaucoup d'énergie, peut avoir lieu dans les prochains jours. Il peut avoir lieu dès que l'Union européenne et le Canada se seront accordés sur une date. Nous, on n'avait évidemment pas pour but de faire échouer le Conseil européen et le sommet Europe-Canada. Et je remercie vraiment nos amis canadiens pour leur infinie patience et leur très grande compréhension. On n'est pas contre les traités avec le Canada, bien au contraire. C'est un pays ami, c'est un pays dont on est très proche et dont on partage les valeurs. Mais il fallait que le concept de ce traité, que la manière dont il est organisé, corresponde à ce qui est notre modèle de société. C'est-à-dire que vous n'êtes pas hostile au principe du libre-échange, mais aux abus d'un libre-échange sans contrôle strict. Exactement, je pense que l'Europe et le Canada puissent échanger des biens et des services, qu'ils puissent attirer mutuellement des investissements et le faire dans les meilleures conditions, c'est une excellente chose parce que le Canada était un peu enfermé dans un ensemble nord-américain avec le fameux accord de l'ALENA qui le lie aux États-Unis et au Mexique, qui était un peu la volonté des États-Unis d'affirmer une hégémonie commerciale pour concurrencer l'Europe. Quand le Canada dit « je me tourne vers l'Europe », c'est un geste politique très important et que l'on doit entendre. C'est-à-dire que les Wallons ne se sont pas battus pour eux seulement, les Wallons, mais ils se sont battus pour tous les peuples de l'Europe qui ont été quelquefois négligés. On n'avait absolument aucun intérêt régional, aucun intérêt local dans cette affaire. On s'est battu pour des principes. Quand on voit un traité comme celui-là qui comporte des règles qui sont parfois un peu ambiguës et des mécanismes d'arbitrage qui le sont tout autant, il y a des grands risques que dans le fond on achète un chat dans un sac. Et on a vu dans le passé très souvent qu'on adoptait des traités un peu à la va-vite, sans contrôle parlementaire, et que quelques années plus tard, on s'apercevait de tous les effets délétères qu'ils pouvaient avoir. Et Paul Magnette, c'est la France, puis l'Allemagne, et enfin Jean-Claude Juncker qui ont voulu ce passage par les parlements nationaux et régionaux. Apparemment, ça complique, mais c'est finalement utile. Moi, je ne pense pas que ça complique. Je ne pense pas qu'il y ait trop de démocratie dans les débats sur les traités internationaux. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Si on avait fait des débats démocratiques en amont, avant de donner les mandats à la Commission européenne, si on avait régulièrement rendu compte de l'état d'avancement des négociations, si on avait ensuite pris un long temps d'explication sur le résultat de ces négociations, je crois que les choses pourraient se passer beaucoup mieux. Mais on veut absolument faire passer les choses en force. Alors, ce matin, vous pouvez dire à travers Europe 1 que le numéro 1 canadien Justin Trudeau peut venir à Bruxelles célébrer la signature du traité. Il pourra, dès que les procédures parlementaires seront terminées ce soir. C'est évidemment à lui de déterminer la date et à nouveau, je remercie de sa patience. C'est-à-dire assez vite. Vous avez vu qu'il y a des réactions en France pour Jean-Marc Ayrault, pour Gérard Larcher, le président du Sénat. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe, la France, pour les entreprises de tous. Mais à droite de la droite, Nicolas Dupont-Aignan, à gauche, Jean-Luc Mélenchon estime que la Belgique a capitulé. Oui, on va dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Mais encore ? Il n'y a pas de capitulation. D'abord, je rappelle qu'on est quand même, nous, les Wallons, les seuls à avoir mené ce combat. Dans les 27 autres États membres, le traité est passé un peu comme une lettre à la poste et il n'y a eu nulle part de débat parlementaire avant la procédure de la signature. Vous n'avez pas cédé, on vous a presque cédé ou on vous a entendu. Parce que ce qu'on dit, vous avez été un acteur clé de la négociation, Paul Magnette. Vous aviez alerté depuis longtemps la Commission de Bruxelles. On se disait, il fait beaucoup d'efforts, mais on se demande pourquoi. Est-ce qu'il est vrai que la Commission s'est comportée d'une manière, disons, cavalière et condescendante à l'égard des Wallons,
Cavalière, je ne dirais pas, mais c'est vrai qu'il y a un an, nous avions dans une résolution parlementaire expliqué en détail ce qui nous posait problème dans ce traité. J'avais été la déposer personnellement au bureau de Mme Malmström, la commissaire en charge du commerce, on en avait débattu, mais l'attitude de la Commission a un peu toujours été de dire ce traité est excellent, peut-être que vous ne le comprenez pas, ce qui effectivement est assez condescendant. Oui, oui. Vous vouliez protéger les services publics. Est-ce qu'ils le sont? On va prendre quelques exemples. Est-ce qu'ils le sont? On ne peut pas dire que le CETA menaçait frontalement les services publics, mais on peut dire qu'un certain nombre de règles qui ne sont pas particulièrement précises, que le fait que l'on dise on peut a priori tout libéraliser sauf ce qui est sur une liste qui dit ce qu'on ne peut pas libéraliser, ce sont des méthodes de négociation qui peuvent effectivement inquiéter. Donc on a clarifié pas mal de choses. On continue avec deux autres exemples en allant vite. Une clause de sauvegarde en matière agricole. Si les marchés favorisaient trop le Canada, vous obtenez plus d'équilibre. À nouveau, ces clauses de sauvegarde, elles existent évidemment dans les mécanismes internationaux comme ceux du GATT et dans les mécanismes européens, mais il était aussi incertain qu'on puisse continuer à les utiliser ou dans quelles conditions on pouvait les utiliser. Et donc nous avons demandé toutes les clarifications, comment ça va se passer. Et vous les avez obtenues. Et nous les avons obtenues, alors, de manière très précise. Troisième exemple, Paul Magnette, vous réclamez des tribunaux d'arbitrage indépendants. J'insiste sur le mot indépendant parce que vous voulez éviter que les multinationales n'imposent à la fois leurs lois et leurs fric aux États. Est-ce que là aussi vous l'avez obtenu ? Nous avons obtenu un engagement d'élaborer ce tribunal dans le respect des plus hautes garanties juridictionnelles. C'est extrêmement important parce que quand on voit parfois que dans certains arbitrages privés, on a des gens qui viennent du milieu des affaires ou bien qui vont retourner dans le milieu des affaires, quand on voit un peu comme un ancien président de la commission qui va ensuite travailler pour Goldman Sachs, ça jette évidemment la suspicion sur ce type d'arbitrage. Et donc il faut, si on veut avoir confiance dans ces mécanismes, y mettre les conditions juridictionnelles les plus exigeantes. Chez vous avez été populaire quand vous disiez non. Est-ce que vous allez rester populaire en disant oui ? Je sais qu'il y aura un grand travail de pédagogie à faire, mais j'ai toujours dit que nous n'étions pas contre le principe des traités. Nous voulons un bon traité avec de bonnes conditions. Il va falloir l'expliquer. C'est bien de le répéter. Mais alors, il va y avoir des traces, il va y avoir des leçons à partir de ce qui a été fait. Et quelles leçons pour les tractations commerciales Europe-États-Unis qui ont lieu en catimini? Est-ce que le traité avec les États-Unis devient plus difficile ce matin? Je pense qu'à partir du moment où dans le traité avec le Canada, qui a un modèle de société proche du nôtre, on a mis des règles très exigeantes, nous allons dire très clairement en tout cas, et j'espère que d'autres nous suivront, que pour nous, il faut évidemment les mêmes règles très exigeantes pour la protection des services publics, de l'agriculture, etc. Et donc en clair, ça veut dire que le TTIP, le traité avec les Américains, il est mort et enterré. Si les Américains refusent, alors... Les Américains n'accepteront jamais les conditions sociales, environnementales, la protection des appellations d'origine, etc., que nos amis canadiens ont accepté. Donc ce que vous avez fait avec les Wallons est important et va durer, va servir pour les mois et les années qui viennent dans les négociations avec les grands États. Des voix en Belgique ont pour vous de nouvelles ambitions, Paul Magnette, que vous passiez de Charleroi à Bruxelles pour défendre cette fois la Belgique tout entière, c'est possible ? Ou c'est prématuré? Moi, j'ai vraiment mené ce combat à la demande du Parlement et avec grand plaisir et conviction, mais je n'ai mis aucun calcul personnel. Pour moi, le fait qu'on y soit arrivé, qu'on a eu des résultats, c'est la plus belle des gratifications. Vous nous connaissez bien, nous les Français. Vous avez enseigné pendant 10 ans à Sciences Po. Vous écrivez. Votre dernier livre, La gauche ne meurt jamais. Vous voulez dire en Europe ou en Belgique ? Je veux dire que l'idéal de la gauche ne meurt jamais. J'avais entendu Manuel Valls dire « Attention, la gauche peut mourir ». D'abord, je ne pense pas qu'il faille agiter la peur et la crainte en politique pour convaincre. Je pense que parfois, les organisations de gauche sont en très mauvais état, mais les idéaux de la gauche, les idéaux de justice sociale, les idéaux de liberté, de dignité de la personne, ça, ce sont des idéaux éternels. Oui, mais ça, ce sont des principes. Dernière remarque, en France, vous savez bien, Paul Magnette, que la gauche s'angoisse sur son destin. Alors, entre nous, est-ce que vous pouvez lui suggérer... Et qu'est-ce que vous pouvez lui suggérer pour qu'elle ne meure jamais, en tout cas pas en 2017 ? Je serais très prétentieux de suggérer quoi que ce soit. Cependant, allez-y. Je crois qu'il faut oser ces valeurs, tout simplement. C'est ce que les gens qui croient en nous attendent de nous. Merci. La prochaine fois, vous serez Bravo. avec nous à Paris. Là, c'était en direct de Charleroi ce matin. Merci Jean-Pierre. On vous retrouve dimanche matin à 10h pour le grand rendez-vous iTélé, les Échos européens. Vous recevrez non pas le dernier des Mohicans, mais un des derniers dans le carré des Hollandais. En l'occurrence, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, qui sera votre invité dès 10h en direct sur Europe 1 dimanche.